Voilà, je pense que c'était tout ce qu'on avait en... Ouais, je pense qu'on va partir sur l'autre gros côté de la saison, le côté romance, slice of life, etc. Si ça vous va. Bah oui, de toute façon on enchaîne. On On enchaîne. en a encore, hein. Bah oui, oui, oh, ça avance quand même pas si mal. Allez, le gros morceau, Ibiki Euphonium saison 3. Je vous laisse la main. Je l'ai pas vu, mais je compte bien le faire dès que j'aurai vu les films. Bah écoute, vas-y, je te laisse. Oh bah, tu sais, j'ai déjà pas mal parlé. Euh, Bah, écoute, ce qu'il faut dire sur cette saison 3, c'est qu'elle conclut, de mon point de vue, de fort belle manière toute la série, au niveau de la conclusion tout du moins. Après, dans le déroulé en lui-même, sans les films, c'est un petit peu compliqué, en tout cas un des deux films. Parce que la saison 3 n'enchaîne pas la saison 2. Elle enchaîne un des films, puisque on finit la saison 2 à la fin de la première année de Kumiko, et on enchaîne avec cette saison 3 en troisième année. Ce qui fait que toute la partie deuxième année, où elles sont donc en première, est complètement occultée dans les séries. Donc on arrive avec ce début en terminale où Kumiko est devenue la présidente du club d'harmonie de son lycée, et on ne sait pas trop d'où ça vient, et puis on ne sait pas trop ce qui s'est passé l'année d'avant, puisque là bien entendu ils vont retenter un concours pour la troisième année consécutive pour les concernant, et donc on ne sait pas trop d'où on part, à part le fait que bon bah c'est nos deux héroïnes qui sont bon, bien entendu on va dire un peu les points d'intérêt de toute l'histoire, et qui est le reste. Même cette année-là, mais au contraire, elles ont pris un peu de galon, puisque justement les deux premières saisons mettaient surtout en avant toutes les troisièmes années qui avaient bon bah de leur statut d'aîné, comment dire, un peu la main mise sur les grandes directions. Et là maintenant, bon bah c'est elles qui se retrouvent en dernière année et qui vont bah justement, ça va être leur année pour essayer de gagner le concours national. Euh, donc voilà, donc à partir de là, on est sur du complètement de l'IBK. Techniquement, c'est sublime. Notre Kumiko n'arrête pas on va dire c'est un bouleversement émotionnel à chaque moment, puisque bah, en étant présidente, elle est sursollicitée par tout le monde, donc elle est au centre de à la fois tous les problèmes, de toutes les intrigues, et bien sûr, il va falloir qu'elle soit la personne qui résolve tout ça. Moi, bon, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le morceau qui va être le leitmotiv de la série, qu'on entend lors des intermèdes, par exemple, comme c'était le cas dans les précédentes saisons. Bon, moi, j'ai adoré ce morceau, qui est et ça, c'est un petit peu des petites reproches qu'on pourrait avoir. C'est à la fois excellent parce que musicalement ça occupe la moitié du dernier épisode. Par contre, bah, ça fait qu'on a 10 minutes de musique dans le dernier épisode, ce qui impose une conclusion qui peut aller un chouïa trop vite par rapport comment dire, à ce qu'il faudrait. Euh, donc ça serait l'essentiel à retenir. Le dernier point étant qu'on nous introduit un nouveau personnage qui serait un pseudo antagoniste qui n'en est pas un, tenu par Mayu, qui va être une joueuse de phonium, avec qui entre guillemets Kumiko va être comment dire, en compétition. Mais cette partie-là de l'histoire n'a finalement a pas beaucoup de, je dirais, n'apporte pas grand chose. Elle aurait pu ne pas être là, et bon, on aurait eu certaines sous-intrigues qui n'auraient pas été présentes, mais au final, c'est vrai que ça n'aurait pas chamboulé dramatiquement l'histoire. Donc ce petit point-là, un peu dispensable, mais pour tout le reste, bon bah, je dirais, le plus dur aujourd'hui, c'est de voir les films. Mais à part ça, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est éventuellement d'en avoir encore un petit supplément dans les années qui viennent, parce que c'est triste de quitter toute cette équipe. Ouais, bah c'est ce qu'on disait la dernière fois qu'on avait enregistré, hein. C'est Oui, que exactement. ce serait assez sympathique vu que c'est un peu habitué de chez Kyoto Ani de nous faire des
des suites et des bonus, etc., des OAV sur leur série, ce serait assez sympathique de les voir également sur IBK. Et je pense que c'est assez probable de s'attacher des OAV sur certains Effectivement, pas personnages étonnant. qui n'ont pas eu leur conclusion, quoi. Bah, c'est même pas que certains personnages n'ont pas eu de conclusion, c'est qu'aucun personnage n'a eu de conclusion. Éventuellement, Kumiko, on a un plan de 5 secondes pour avoir une vague idée de ce qu'elle devient. Mais dont on se c'est doutait vrai depuis 5-6 épisodes. dont on se doutait depuis 3 saisons. Oui. Mais Allez, soyons fous. c'est vrai que cette saison est beaucoup plus concentrée sur les relations, comme la saison, enfin comme les films sont plus centrés sur les relations interpersonnages, ce qui est logique au vu du média de base qu'est IBK. IBK à la base étant un novel, c'est assez difficile de mettre de la musique dans un roman. Donc c'est vrai qu'on est vraiment beaucoup plus, comme disait Zu, sur les relations de personnages avec du coup Mayu qui arrive pour compliquer les choses qui étaient déjà pas spécialement simples pour Kumiko, qui est partagée entre ses responsabilités de chef d'orchestre, enfin de chef d'orchestre, non, Le chef du club, effectivement, ça c'est un peu la difficulté avec avec leur système, c'est que ça rajoute des chefs dans des chefs. Elle est chef du club avec du coup avec Relena et le mec, j'ai plus son nom. Shuichi, je crois, enfin le gars. Oui, je crois que c'est ça. D'ailleurs, il me semble qu'ils sont ensemble avec Kumiko, mais je suis pas sûr. Il me semblait qu'à une époque, ils étaient ensemble. Non. Alors là, il faut pas Ça n'a spoiler ce qui se jamais passe été dans clair. le film. Non, mais en fait, je sais plus ce qui est dans le film, je sais plus ce qui est dans la saison 1. Je vais être très Je sais pas. Alors soit je le dis ce qui est dans le film, soit je le dis pas. Non, mais si t'es sûr que c'est dans le film. Mais bref, il y a des relations de personnages. Non, mais la conclusion du film fait qu'on est dans l'état où on se trouve dans la saison 3. Hein. Donc un état pas clair. C'est ça, voilà. Donc c'est compliqué. C'est très très compliqué. Non, il manque la suite. En fait, il manque le film fantôme dont on parle depuis le début. Et c'est ce truc-là qu'il faudrait rajouter puisque ça conclurait effectivement cette chose-là. C'est ça. Il faudrait un petit film de fin pour conclure vraiment. Conclure au moins leur année de lycée. On n'a pas forcément besoin de savoir qu'est-ce qu'ont fait tous les personnages. Juste voilà, un truc où on a leur fin d'année, où elles passent les rênes à la génération suivante et puis voilà quoi. C'est vrai que niveau musique, c'est pas la saison qu'il faut regarder juste pour la musique. Si vous voulez juste la musique, autant juste regarder le dernier épisode, quoi. Ouais, parce que c'est vrai que la saison 1, comme il montre les différentes activités du club, on a le droit à une bonne présence sur la partie du festival dont ils défilent. On a leurs concerts, on a leurs morceaux imposés. Il y a pas mal de choses. Dans la saison 2, pareil, ils font un concert en extérieur qui n'a rien à voir avec le concours. Donc on a plus de passages musicaux dans les 2 premières saisons, alors que là, on est vraiment full focus le concours. C'est leur vie, c'est ça. Après, c'est vrai qu'aussi, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a beaucoup plus de drame. Enfin, je me rends pas compte s'il y en avait déjà énormément. Il y a énormément de drama interne. Il y en a toujours eu. On a l'impression qu'ils sortent de nulle part. C'est normal. C'est une harmonie. Oui, non, mais c'est du drama des fois. On se dit, mais pourquoi ça part autant en couille ? C'est une harmonie. Autant c'est un peu la base de la série quand même d'avoir des problèmes à résoudre pour pouvoir s'entendre et pouvoir jouer ensemble. Que Lena sim sur son prof, c'est rien de nouveau, ça, c'est depuis l'épisode 1. Non, mais les dramas en musique, c'est un peu trop normal. Et dans les harmonies comme ça, je veux dire, il y a eu ça. J'ai presque dire c'est stéréotypé, mais c'est des Japonais qui ont fait la série, donc ça, on peut pas le dire. Mais par exemple, on a un problème au niveau des flûtes. Bon, bah voilà, il y a un problème avec les flûtes, c'est normal. Il y a toujours des problèmes avec les flûtes partout. Vous faites ce que vous voulez. Donc donc tous ces trucs-là, et c'est souvent des problèmes qui sont de ce niveau-là. Donc si tu as l'impression que ça sort de nulle part et que c'est pas forcément des gros problèmes, bah c'est pareil dans la vraie vie. Là, je vais me faire tuer par tout le monde, mais je fais de la flûte aussi.
c'est pas mon instrument principal, mais j'en fais un peu. Et donc forcément, il y a ces petits problèmes-là, mais c'est les problèmes réalistes de, on va dire, de la vie réelle de ce genre des orchestres. Très bien. Bon, ben, tu nous donnes la super transition pour parler des animes de musique, du coup. Voilà. Ceux avec des dramas beaucoup moins réalistes, mais qui sont réalistes pour les animés de musique. C'est ça, les classiques, les standards. Bon, avant d'en finir, je vous rappelle qu'il faut aller regarder le film Lise et l'oiseau bleu, que vous ayez vu ou pas la série Biki Euphonium. Il y a un petit lien, mais on s'en fout. L'important, c'est que c'est un super film. Et oui, les flûtes et les hautbois, c'est bien. Allez. Non, mais Exactement. on peut pas parler d'Ibiki Euphonium sans parler de ce film qui est quand même Ouais. super. Ouais, le problème, c'est que c'est le rang des saxophones qui est beaucoup trop peu mis en avant. Tout ça parce que l'autre ajoute le phonium. Voilà, c'est Ouais. tout, c'est ma déception. Bah oui, mais que veux-tu? On peut pas Sauf tout dans la avoir. saison 2 parce qu'il y a un magnifique solo de sax bar. Voilà, donc regardez la saison 2. Non, faudra aller voir Blue Giant et puis voilà. On va dire ça Ouais, comme voilà. ça. Bref, les Allez, animés, là, les autres. les animés de musique. Donc là, bon, c'est un peu compliqué. On en a deux qui sont très proches dans l'histoire et dans le style, dans les personnages, qui est Jellyfish, Can't Swim at Night et Girls Band Cry. Alors, la dernière fois qu'on a fait un enregistrement, on a tiré au sort savoir qui parlerait duquel. Je propose du coup qu'on fasse l'inverse. Voilà. Ce coup-ci, je Ceux parle qui de étaient pas là ne Jellyfish sauront pas ce qui a été dit. et tu parleras de Girls Band Cry. Comme ça, on inverse les rôles et Pas de soucis. ça va être un exercice intéressant. On n'avait pas tout à fait la même perspective sur les deux non plus. Bon, si remarque globalement parce que c'est deux très bons animes à voir, quoi qu'il arrive, Oui. que je pense bien pousser un peu pour les awards cette année de mon côté. Donc on aura l'occasion de reparler, ça c'est certain. Qui c'est qui veut commencer? Soit on garde l'ordre de la précédente et c'est toi, soit on change l'ordre des animés, c'est moi. Allez, je te laisse la main parce que j'ai un petit peu de bruit chez moi, juste le temps que... Ok. Bon, donc la dernière fois j'avais parlé de Jellyfish, là je vais parler de Girls Band Cry. Donc bon, la série est, on va dire, un de ses points forts, c'est la 3D qui a été excessivement bien soignée dans cette série. On est à des années-lumière de ce qu'on fait, je dirais, dans les séries quand on l'utilise, quand c'est vraiment pour de la danse, ce genre de choses. Là, on est sur du full 3D tout le temps. Ils ont vraiment bossé leur truc. Ça permet des effets visuels vraiment très très solides. Ça se voit, je dirais, un peu à tous les moments parce que ça permet à la fois des effets de lumière. Avec des mouvements de caméra, tout ce genre de choses qui sont beaucoup plus compliquées à faire en 2D. Enfin avec de l'animation 2D traditionnelle. Donc Oui, puis déjà, d'un point de vue technique, c'est solide. Après, bon, pour tout ce qui est, on va dire, le plus intéressant dans l'anime de musique, qui juste est pour le revenir, drama. avant que tu enchaînes sur la 3D, Ouais. il y a aussi tout le côté là où ça ressort vraiment du lot, c'est le côté expression des visages qui est quand même Ah oui, oui. bien travaillé pour de l'animé de 3D. C'est souvent ce qui manque, c'est des trucs un peu fixes. Là, non, on est à la limite du cartoon par moment dans la façon dont c'est traité. Et ce qui rend un petit peu plus facile la transmission des émotions des personnages vers le spectateur. Donc je trouve que ça c'était le travail qui était intéressant fait sur la 3D. Justement, comme ça permet la transition sur les dramas, puisque on va dire la principale protagoniste, qui est je trouve une des principales différences aussi avec l'autre série dont tu Oui. parleras, c'est qu'on a quand même un personnage principal très fort et très marqué, qui est Rina dans cette série, qui est l'héroïne qui débarque à Tokyo, qui sait pas trop ce qu'elle veut. Bon, elle a des raisons qu'on apprend durant la série de pourquoi elle débarque à Tokyo, et donc elle va se chercher et se trouver via justement le fait de créer un groupe de rock avec les autres personnes qu'elle va rencontrer au fur et à mesure. Et effectivement, c'est le personnage qui est à la fois facile à détester et à la fois très intéressant parce que évolue pendant tout le long grâce à la musique. Et comme tu l'as dit, des fois, justement, ces expressions à elle, du fait de ces envolées de nervosité, lorsqu'elle est un peu contrariée, fait que ces scènes-là, justement,
prennent un peu ces aspects un peu cartoon. Il y a une des scènes dans les premiers épisodes où justement elle agresse quelqu'un dans la rue en y criant dessus parce que il lui dit qu'il fallait qu'elle se la ferme. Bon bah voilà, donc cette scène-là est assez marrante, et justement parce qu'elle est tournée un peu non pas dans du très réaliste, mais en mode on sait qu'on est quand même dans un animé. Donc voilà, bon, moi là-dessus, je dirais sur l'histoire en tant que telle, bon, j'ai bien accroché. Il n'y a pas des grandes originalités si on a déjà vu des becs et consorts sur les différentes relations avec des membres dans un groupe de rock. Chacun a son passé qu'il va falloir un peu exorciser. Ils sont plus ou moins bons selon leur contexte au niveau musical. Donc l'héroïne qui n'y connaît rien, mais qui va se révéler être la chanteuse. Plutôt son amie, donc Momoka, qui elle par contre était au sommet de sa gloire, mais est redescendue pour des raisons personnelles. Donc on retrouve un petit peu tous ces différents stéréotypes là, avec des backgrounds assez sérieux quand même. Bon, Lina principalement, hein, toutes les raisons qui l'ont fait bouger. Les personnages, on va dire un peu plus qui rencontrent au fil de l'eau, sont aussi assez intéressants, que ça soit Subaru avec sa contradiction entre devenir actrice ou la musique, Tomo qui bon veut devenir exceptionnel, mais voilà, et Lupa qui a un passé aussi un peu tragique, même si un peu beaucoup moins développé. Et c'est là où je trouve qu'il y a une vraie différence avec l'autre, c'est que plus on avance et moins on a de temps pour développer les derniers personnages, et forcément on a cette présence de Lina qui est très forte. Voilà, bon après les musiques, moi je les ai trouvées vraiment très bien, pas de soucis. Et puis si vous supportez Lina, je dirais la série passera crème. Et on va dire je trouve qu'elle finit sans finir, et je trouve ils se sont laissés une porte ouverte pour continuer. Oui, c'est pas improbable d'avoir une saison 2. Vu qu'elles sont au début de leur cheminement quelque part. Bon, juste pour revenir sur deux petits points, le personnage de Lupa, moi, que je trouve très intéressant dans cette série, qui est quand même assez original parce que c'est elle qu'on a bavé le plus dans son passé, en tout cas clairement, et c'est elle le personnage positif de la série, c'est elle qui va rabiboucher les gens, qui va les soutenir et qui va les amener aux autres, alors que c'est peut-être elle qui aurait peut-être le plus besoin d'aide, mais c'est elle qu'on donne le plus, et je trouve que c'est un personnage qui est fort attachant et bien plaisant à suivre, qui malheureusement, comme tu le dis, n'est pas assez développé, mais bon, ça, Mais s'il y a une saison 2, ça serait l'occasion. ce serait l'occasion, tout à fait. Et derrière, ouais, la musique qui est du coup un genre plutôt rock et très loin de ce qu'on voit dans les animes proches qui se font dernièrement, dans tout ce qui est idol. On est vraiment plutôt là sur vraiment du vrai rock, ce qui change un petit peu des groupes de musique, enfin des animes de musique de ces dernières années. On est En tout vraiment cas. sur des compos. Je dirais, c'est bien qu'il y ait eu Bocchi il y a Ouais. maintenant bientôt 2 ans, parce que si on écoute les deux groupes, on sent vraiment une différence de style. Ça a beau s'appeler rock, on est vraiment sur deux types complètement différents de composition. Oui, je suis d'accord. Et donc elles ont leur entité et leur identité propre. Oui, et le dernier point qu'on n'a pas dit, qui est la particularité un petit peu de la série, c'est que c'est les doubleuses, les seiyuu qui jouent les personnages du groupe, sont en fait les chanteuses d'un autre du groupe qui sur lequel est basée la série. Donc c'est une espèce de mix média où entre le côté musical sur YouTube avec un groupe en vrai et l'anime qui est là pour faire un peu la promo de ce groupe. Donc c'est un peu la particularité. Alors après, est-ce que les avatars correspondent vraiment aux chanteuses ou c'est juste pour l'anime qu'ils ont probablement, je pense pas qu'ils sont inspirés de biographies des personnages, ce serait étonnant. Puis ce serait un peu trop gros d'ailleurs comme histoire parce que elles en auraient bavé les pauvres. Mais, euh, mais bref, je trouve que c'est intéressant ce travail de faire pour la promotion d'un autre groupe comme on trouve sur d'autres. Enfin, c'est un petit peu original de pas avoir des seiyuu professionnels du coup et ce qui fait que malgré tout elle passe très bien hein, mine de rien je trouve. Il n'y a pas trop de problèmes au niveau de doublage, sauf peut-être sur Ah Lupa non, 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 qui est non. peut-être un peu faible par rapport aux autres mais.
Non, moi, je Je suis dirais, surpris en tout j'ai cas bien de. aimé. Bon, Lina, Très bien. la doubleuse, elle a tout ce qu'il faut pour pouvoir surjouer, vu le personnage qu'elle interprète. Non, Donc, ouais, clairement. elle s'est à peu près lâchée. Mais, Donc, et après, mais tu vois que tu dis que Nina est un peu difficile à supporter. En même temps, j'aime beaucoup les passages justement où elle commence à déverser ses angoisses par la musique. Je trouve que c'est assez cathartique et que ça fonctionne bien dans l'esprit de la série, quoi. moi, je suis complètement d'accord. Je dis que c'est un peu ça peut être je dis plutôt pour d'autres Ah, pour les gens qui sont pas habitués au et pour genre. avoir et pour avoir vu un peu des gens qui pouvaient avoir une petite opinion un peu plus, je dirais, non pas violent, mais justement plus critique sur ce personnage, parce que bah, justement, elle en fait peut-être un peu de trop. Moi, non, ça s'est bien passé, au contraire, ça lui donne vraiment de la profondeur. Bon, bah, ça fait que ça écrase un peu tout le reste dans le récit, mais ça n'empêche que, bon, bah voilà, hein, c'est l'héroïne et elle le dit. Hein. Vas-y. Ouais, bah ouais, très bien. Donc, ouais, non, Girls Band Cry, bon, qu'on conseille. Y a pas de souci. Et puis à côté, on avait malheureusement Jellyfish qui était en même temps. Alors pourquoi les deux en même temps? Ça, c'est un brise-cœur parce que ils auraient eu chacun dans chacune sa saison pour briller. Là, on était presque obligé de faire un choix entre les deux, alors qu'il faut pas, faut voir les deux. Donc ouais, l'autre c'est donc Jellyfish contre Swim at Night. Alors là, le principe est un petit peu différent parce qu'on n'est pas dans une formation de groupe, on est dans un collectif d'artistes. On va dire ça comme ça, avec une illustratrice, avec une chanteuse, avec une spécialiste, on va dire plutôt tout ce qui est mix, enfin clavier, on va dire, et une spécialiste des médias avec cette VTubeuse qui les aide à construire un petit peu leur projet d'abord par les réseaux type YouTube, on va dire, pour pouvoir bah, justement percer dans le milieu comme ça au niveau de la chanson et donc et faire percer leur avatar Jelly qui est une création de notre héroïne qui est illustratrice. Donc c'est un anime de musique où le personnage principal ne fait pas de musique et ça c'est assez original et assez sympathique et bon à suivre pour le coup. Comme ceux qui font des mangas de baseball où le personnage principal ne fait pas de baseball. Oui, tout à fait. Il y a plein de choses comme ça qui sont très bien. C'est où je pense à ce super anime de l'année dernière où le personnage principal est photographe, mais l'univers se passe dans la Formule 1. C'est, je parle bien sûr d'Overdrive et son excellent épisode 9. Bref, bon, revenons-en à notre belle belle méduse, notre jellyfish, qui donc voilà, pareil, un anime avec tout cet tas de drames autour de ces personnages, avec qu'on leurs difficultés. Je pense notamment certains qui brillent plus que d'autres, mais en particulier le personnage de Kiwi, qui est une belle, je trouve une belle lecture des problématiques de harcèlement à l'école et d'isolement et de ce qui peut pousser à devenir VTuber, hein, tout bêtement, à être seul derrière sa caméra, derrière Bah, un j'espère avatar. que c'est pas ça les seules raisons, mais C'est pas ça les seules raisons, mais je trouvais que c'est un personnage dont on n'a pas tellement l'habitude encore et qui est plutôt très bien écrit et puis qui a quand même ce côté, ce côté positif qui malgré tout se met les pieds dans tous ses mensonges et dans tout son côté un petit peu mythomane parce que bah, elle a un petit peu honte de sa situation et qu'il va bien falloir qu'elle apprenne à s'accepter parce que c'est un petit peu ça toute la série, c'est que chaque personnage va devoir un petit peu apprendre à s'accepter et à aller de l'avant. C'est un peu le thème principal de la série quelque part. Qui est plutôt bien retranscrit avec notre autre héroïne qui est notre chanteuse principale Rie qui est Kano pardon qui est qui a donc des difficultés avec notamment avec sa mère, on va dire ça comme ça, oui, mais oui, pas oui. que hein, c'est pas que ça, enfin plein d'autres choses
Et bref, c'est une série où les personnages sont globalement très bien écrits, sont plutôt réalistes, sont réfléchis, et du coup ont des interactions qui sont très naturelles entre eux et qui font qu'on passe un bon moment à les suivre. Euh, j'ai pas l'impression qu'on est dans l'over drama où on n'a pas trop, ça va pas trop loin. C'est des difficultés qu'on sent, enfin, on sent qu'elles existent, mais on est aussi capable de les surmonter sans, avec réalisme, pas juste avec un discours, ah bah tiens tu devrais faire ça. Non, ça va un petit peu, c'est un petit peu mieux amené que ça. Et puis à côté, il y a aussi le gros point fort de la série, c'est tous les personnages qui gravitent autour de ce groupe, tous les personnages secondaires qui, je trouve qu'apportent un petit peu, qu'apportent encore un peu plus on va dire, apportent un petit peu plus à l'univers, un peu plus de consistance, de profondeur, parce que on n'est pas que centré sur ce groupe, on l'est principalement, mais c'est pas l'univers existe à côté, et je pense notamment à des personnages comme l'idole qui a 30 ans et qui est mère de famille et qui essaye encore de faire croire qu'elle a 20 ans, Baba, qui est un personnage fantastique parce que voilà, elle doit osciller entre ses difficultés de mère célibataire et ses difficultés de réussir à percer dans le milieu hyper concurrentiel des idoles au Japon. Et, euh, et c'est un personnage qui est C'est peu de tellement le dire. positif, quoi. Et, et qui est très réussi avec des brillantes chants. Enfin, le moment où elle fait tomber le masque je sais plus quel épisode, c'est le 5 ou le 6, qui est fantastique, quoi. Et Ouais, quand c'est centré sur elle. Mais ouais, ouais, voilà. non, ça apporte quelque chose d'assez sympa et pas un sujet qui est fondamentalement beaucoup traité dans l'animation. Bon, c'est que c'est assez rare comme cas aussi, mais voilà, c'est quelque chose à noter parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Non, puis ça permet aussi d'avoir tous ces personnages principaux secondaires, c'est de ne pas tourner en rond aussi au niveau de la série. On ne ressasse pas les dramas des uns des autres constamment parce que on a toujours quelque chose à voir à côté, à nous présenter. Et c'est pour ça que c'est une série qui est bien conçue et qui est assez agréable à suivre. Mm. Et puis après, niveau musique, on est allez, un petit peu plus dans de la J-pop, je dirais, un peu plus classique. Alors, Mais on est plus dans ce qui se fait maintenant, ouais, enfin ce qui se fait maintenant, ce qui s'est fait dans le monde Vocaloid et les évolutions de là où on en est aujourd'hui. c'est ça. On est dans la musique du moment, quoi. On va dire ça comme ça. Ce qui s'écoute en ce moment. Et ce qui est Bah, très bien. c'est beaucoup de nos openings, hein, mine de Oui, rien, ou c'est ça. ending aujourd'hui, hein. C'est ça, c'est pour ça que ça me paraît enfin pas standard, mais c'est quand même des bonnes chansons, c'est ce qui se fait, ça marche, ça fonctionne, et puis on a quand même des bons petits morceaux, des bonnes interprétations. C'est peut-être pas le point fort, la partie mise en scène des musiques par rapport à d'autres animés du style. La mise en scène des parties musicales, mais et encore, je dis ça, on a quand même tout le travail sur justement les visuels notre illustratrice qui est là pour en mettre plein la vue, que finalement je retire ce que je viens de dire. Non, c'est très bien foutu. Même les parties musicales. Autant pour moi. Maintenant que j'y réfléchis, c'est pas, je dis n'importe quoi, oubliez. Enfin voilà, j'ai pas grand chose de plus à rajouter sur Jellyfish, qui était, ma Mm. foi, un autre anime Non, fort plaisant. mais pour moi c'est pareil. Leur seul défaut, c'est d'avoir, c'est à la fois, c'est d'être sorti un peu au même moment et j'espère que, on va presque dire, j'espère que les personnes qui aiment ce genre d'animé n'en auront pas loupé un sur les deux parce qu'il y en avait deux. Oui, c'est Autant qu'ils sucrent quelque chose de cette saison pour regarder celui qu'ils n'ont pas vu. exactement. C'est Puis de toute façon, comme je le disais, on en reparlera sûrement des deux aux Awards. Je vois pas pourquoi je les y mettrais pas. C'était quand même, ça fait partie des très très bonnes séries de l'année. Ensuite, passons juste comme ça rapidement. Quelqu'un a vu The Many Sides of Voice Actor Radio, qui est un petit peu dans la thématique aussi, Moi, musicale. ouais, Bah, pas on est, musicale,
Non, plutôt Non, on est, doubleur. ça va aller assez vite. J'irais, j'ai pas passé un mauvais moment à regarder l'animé. Je vais dire seulement que je vois l'objectif est un peu, je sais pas ce qu'il était. Effectivement, on va suivre la vie de deux comédiennes de doublage qui aujourd'hui sont un peu obligées de toucher à tout. Les deux en question vont à un moment faire un travail, enfin vont être en mode idol, on va dire, donc ils vont avoir du chant, de la danse à faire, mais c'est finalement beaucoup plus focalisé sur leur capacité à être doubleuse et le fait qu'elles organisent on va dire elles travaillent ensemble dans le cadre d'une radio, d'une émission de radio qui passe de manière hebdomadaire, je crois. Donc bon, au début, elles s'apprécient pas trop, mais elles se trouvent exceptionnelles chacune l'autre. Bon, il va y avoir quelques doutes donc sur leur qualité et on va progresser et voilà. Donc ça, on suit la vie de ces deux personnages. Après, est-ce que ça apportera grand-chose? L'animation n'apporte pas grand-chose du fait que, à part les deux numéros de danse, tout le reste c'est du discours. L'histoire, c'est comme je le dis, ça montre un peu le monde du doublage, mais sans non plus pousser plus que ça. Donc au final, voilà, c'est pas mauvais, mais c'est complètement dispensable. Ok. Tiens, Anto, pour Oui. finir sur le secteur musique, tu avais vu Whisper Me a Love Song ou Sasakoi, comme tu dis. Est-ce que tu veux en parler un petit peu ou pas? Je peux en parler C'est pas fini. difficilement bien. Donc l'animé, moi je n'ai vu que 8 épisodes. Il y en a une dizaine qui sont sortis, si je dis pas de bêtises. Oui, il manque les deux derniers, un truc comme ça. Sasakoi, il y a 10 épisodes sortis et je n'en ai vu. Ok. Donc, alors, on me l'a beaucoup vendu. J'ai des amis qui étaient très fans du manga. Et j'avoue que j'ai été tristement déçu. C'est un peu les retours que j'ai eu aussi, que ça s'est pas très bien déroulé cette série. Alors, il y a plusieurs problèmes et qui sont pas tous dus que à l'histoire en général. Donc il y a le problème principal, ça va être la forme. L'animé est vraiment mal foutu. On a un enchaînement de scénettes avec des espèces de diaporamas qui servent de transition. Donc c'est vraiment la qualité graphique est vraiment très 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 basse. Ça doit être un des plus mauvais animés qu'il y ait eu de cette saison. Pas pour rien que ça a été mis en pause d'une durée indéterminée. Ah mais oui, non mais c'est le studio là qui est derrière. D'accord, oui ok. On pouvait oublier avant de commencer. Ensuite, il y a aussi, selon moi, les problèmes inhérents à l'histoire originale et peut-être à l'adaptation, qui est que le duo de protagonistes est globalement ridicule. Kimali, donc l'héroïne, franchement, genre elle est très très niaise, très idiote. Et on a, je sais plus comment elle s'appelle. Je vais l'appeler Yukino pour faciliter la représentation de son chara-design. C'est Kino qu'elle s'appelle. Hein, Kino ? Oui, mais c'est Kino, c'est Kimali. C'est l'autre. Oui, c'est l'autre. Yori Asanagi. Yori Asanagi, voilà, Yori. Elle, c'est pareil. Elle essaye de draguer sa junior. Oui, si, junior. Oui, enfin, essaie de draguer celle qui est plus jeune. Et elle s'y prend mais comme un manche, mais elle n'a pas besoin de le faire parce que l'autre est déjà à fond, sauf qu'elle sait pas, et en fait elle sait, et en fait elle sait pas. Et c'est ça tout le temps sur 8 épisodes. On voit un peu de musique, il y a un tout petit peu de musique, mais c'est vraiment pas énorme. Ouais. Et ensuite, on a l'effet de Halo du Yuri, qui fait que dans un manga, s'il y a un couple Yuri, tous les autres doivent en être. C'est un peu le système à la Sakura Trick, tu vois. Sauf que Sakura Trick, c'était une comédie avant tout.
Et là, franchement, j'ai pas été convaincu par Sasakoi du tout. Il y a beaucoup de gens qui sont très fans, donc j'imagine que l'œuvre originelle est mieux et bien mieux, mais avec ce que j'ai vu de l'animé, j'ai ni envie de le finir, ni envie de lire le manga, si tu veux. Bon, Donc bah. je peux très très difficilement en dire du bien. Non, mais t'es pas le seul avec qui j'ai eu des retours qui étaient pas très positifs, donc bon. Sans parler du fait que la première fois que je l'ai vu, j'ai vraiment cru que c'était une fanfiction de Olega Ilu. D'accord. Je vois pourquoi. Bah Euh, oui. ok. Bon, alors, continuons peut-être dans de la romance. Qu'est-ce qu'on avait d'autre en romance? Bah, on a Nanoï. Ananoï, bon, allons parler d'Ananoï alors. Condition Code Love. Je fais, comme tu me le sens. Vas-y, je te laisse faire Donc, le Ananoï. début. Je trouvais que tu en avais bien parlé l'autre fois, c'est pour ça que j'étais prêt à te laisser la main. Après, si tu veux, Mais, je peux le refaire. Hein. bon, non, j'y vais. Donc, Vas-y. on a notre Ananoï qui est un personnage un peu, qui fait un peu flipper parce quand il est amoureux, il est obsédé. Mais vraiment, c'est obsédé par la fille avec qui il est. Il ne la laisse pas respirer. Il ne peut pas la voir entourée de qui que ce soit. Et, euh, et il se retrouve à jeter son dévolu sur notre pauvre Taro qui a eu le malheur de lui tendre un parapluie quand il était en train de déprimer suite à la dernière copine qu'il avait larguée. Alors vendu comme ça, vous me direz, ça fait un peu peur, mais derrière va quand même se développer une relation entre nos deux personnages qui est plutôt mignonne et plutôt saine au final parce qu'on a notre héroïne qui est là et qui elle ne connaît rien à l'amour comme elle le dit et bah, qu'elle veut bien tester parce que ce Hananoï lui déclare sa flamme comme ça de but en blanc. Elle veut bien tester ce que c'est que de sortir avec quelqu'un et de découvrir un petit peu bah, si jamais ce sentiment amoureux pourrait se réveiller en elle. Elle qui, bah, toute sa vie n'a toujours été proche que de ses amis et qui ne veut surtout pas trop se rapprocher de quelqu'un d'autre comme ça et c'est pas trop s'y prendre parce que bah, elle a un petit peu de peur d'être trahie, etc. Elle a eu des mauvaises expériences jeunes avec des proches, en ce qui concerne les relations amoureuses. Donc, on a ces deux personnages qui sont là pour apprendre bah, à soigner, comme le dit le titre anglais, à soigner leur amour, à se soigner, à apprendre à gérer ce sentiment. Euh, alors c'est très mignon, c'est très fleur bleue. Je sais pas trop comment le décrire autrement. Euh, voilà, je sais même pas quoi en dire au final parce que c'est pas une série qui m'a beaucoup emballé parce que le personnage principal est quand même très dur à accrocher au début. Alors ça s'adoucit par la Il faut suite. passer la première moitié. Ah ouais. Calme un peu, mais c'est vrai que le début est la communauté Bah, disait ça un peu en rigolant, mais c'est vrai que c'était un red flag ambulant, le mec. bah clairement, mais bon, il arrive quand même, enfin le récit arrive à faire évoluer ses personnages parce que c'est un petit peu tout l'intérêt. C'est justement, il apprend à être moins possessif, il apprend à écouter aussi la personne avec qui il est, et à ne pas être dans la surréaction comme comme il l'était tout le temps. Et puis on apprend au fur et à mesure de la série qu'en fait, on comprend pourquoi il est obsédé par cette fille-là en particulier. Ce qui, il y a une raison, parce qu'il la connaît depuis longtemps, mais elle ne s'en rappelle pas. Et bref, il y a quand même un lien qui existe entre eux de base et qui est donc tout le sujet un petit peu de rédemption de ce personnage. Parce que sans ce lien, ce personnage, il reste quand même bien flippant, quoi qu'il arrive. Ouais, on peut aussi parler d'une espèce de miroir des personnages entre elle qui commence à tomber amoureuse mais qui ne comprend pas ce qui lui arrive Oui. et lui qui dès le début était très 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 expressif alors qu'il n'était pas encore tout à fait à fond et du coup il s'est calmé, il s'est mesuré au fur et à mesure en se rendant compte qu'en fait c'était plus contre-productif qu'autre chose. Donc en fait d'un côté on avait celle qui n'y connaît rien et qui découvre et celui qui pensait connaître qui comprend. Donc en fait, les deux se retrouvent un peu sur un terrain au centre, là où ils étaient vraiment à deux extrêmes très très puissants. Ouais. Très puissants.
Mon autre défaut de la série, c'est que on n'a que 2 personnages dans la série ou presque. C'est-à-dire que les personnages secondaires sont vraiment très très secondaires. Euh, Oui. c'est Ah bah, il y a personne, hein. Ah bah non. c'est un peu le désert à côté. Ils existent, hein, mais je pourrais pas vous dire je pourrais pas vous dire leur nom et à quoi ils servent dans le récit. Juste à densifier un petit peu la population, à ajouter un petit peu pas de faux drama, mais d'un côté, même s'il y a cette histoire de l'ami Ça nous montrait d'enfance, la jalousie de ce personnage et puis à nous montrer, c'est tout en fait. bah, ça a montré un peu le côté jaloux, mais ça lui a aussi montré le côté de il faut qu'il se détende en fait. C'est que s'il n'y avait pas Oui. eu ce gars-là, il n'aurait jamais changé non plus. C'est vrai. Mais c'est vrai que le Hananoi change trop peu pour ça, et du coup, on en arrive peut-être même à un point à se dire peut-être que Rotalu a juste un gros syndrome de Stockholm plutôt que vraiment de se mettre à apprécier le gars. En fait, on dirait un mélange entre un syndrome de Stockholm et juste de la pitié. Que le Oui, gars, elle est assez, elle est un peu, elle est très indécise dans son truc. Ça correspond au personnage parce qu'il est construit un peu comme ça, mais elle est, elle est bien gentille, quoi. Hein. Elle est bien gentille. Après, pour être très honnête, si vous voulez voir un animé dans ce style-là, vaut mieux regarder l'animé qui était sorti il y a 1 ou 2 saisons. Je crois que le titre anglais c'est A Sign of Affection, Oui, avec le malentendante et avec le voyageur. la sourde et l'étranger, où là, pour le coup, on a vraiment une relation qui évolue. Certes, il n'y a pas non plus de gros rivaux, même si techniquement il y en Oh, a. si, il y en a. Donc on est vraiment sur une histoire peut-être un peu mieux ficelée. Et on a aussi cette thématique, du coup, donc la thématique du handicap qui était abordée. Mais bon, Oui. ce n'est pas le sujet, mais c'est oui, plutôt. On est dans la même gamme de produits. Oui, oui, c'est de la romance lycéenne. Enfin, l'autre c'était de la romance étudiante, mais là c'est de la romance lycéenne très classique Honnêtement, qu'on a romance avec. lycéenne et la romance universitaire, il y a peu de Ouais. différences Il pourrait y avoir une fondamentales. différence, sauf que les 2 exemples qu'on a, il n'y a pas trop. La différence elle est pas trop là parce que les héroïnes sont tellement ingénues et les héros, bon, C'est ça. que ça fait on manque on n'est pas monté en maturité quoi dans l'histoire. Mm, c'est cela. Euh, bref, Condition Call Love, c'est une romance lycéenne classique. Si vous étiez en manque, pourquoi pas. Après, je vous dirais, je sais pas, rattraper Kimini Todoke, là, dont la 3e saison est sortie début du mois, par exemple. C'est aussi dans le même genre, mais c'est peut-être un peu mieux quand même. Je suis pas un grand fan de Condition Code Love. Même si le manga est très apprécié, je vois ses forces, mais ça va pas. Les personnages sont pas assez attachants pour que je dépasse les petits défauts que j'ai relevés chez eux, quoi. On va dire ça comme ça. Bon. On peut aussi noter l'habile esquive de ne pas dire la maladie de l'amour pour éviter les comparaisons avec Yandere. Parce qu'on a Oui, vite fait de tomber là-dedans. oui, moi j'y suis sauté à pieds joints quand j'ai fait le résumé pour cette série sur Animeka, mais bon. Ouais. Je me suis dit, il fallait le mettre dedans, ça correspondait bien quand même. Ouais. Bon, la conclusion, c'est Olimia Oui, sur lequel il faut se concentrer. Il c'est faut ça. regarder Holy Mia, mais dans l'ordre. Pas Ou en lire kit. Oremiya, quoi. Faut regarder la définitive édition avec le DLC inclus. C'est ça, c'est ça. L'autre série qu'on avait abordée l'autre fois en parlant de romance, mais qu'on n'est pas vraiment une, c'était Les Petits Vieux, là. L'anime des petits vieux. Ah, les petits jeux. Le respect, le respect. Grande pas et grande Non, mat turn young je ne again. referai pas la blague. On y sera bientôt. J'y Bah serai oui, on y est bientôt. déjà. C'est notre biographie. C'est ça, c'est. Donc, Jisan Basan, donc c'est l'histoire de 2 petits vieux qui sont mariés depuis 60 ans tout de même, qui sont donc des personnes âgées. Donc, je pense que l'histoire doit se passer dans les années 2010, voire peut-être même un peu avant. C'est des gens qui ont connu la Seconde Guerre mondiale dans leur histoire, donc ils ont grandi à une époque où ils n'ont pas vraiment profité de leur jeunesse.
Et donc, à 60 ans, près 60 ans de mariage, ils trouvent dans leur verger, parce qu'ils gèrent un verger, ils trouvent une pomme en or sur l'arbre qu'ils avaient planté le jour de leur mariage, donc qui est mort depuis des années parce que des tempêtes, parce que la vie. Et donc, ils mangent cette pomme en or, et quand ils se réveillent le lendemain, ils sont redevenus, ils ont récupéré le corps qu'ils avaient quand ils avaient à peu près 25 ans. Seule différence, c'est qu'ils ont encore les cheveux blancs. C'est la seule différence, mais ça peut être un peu important aussi. Et donc, ils vont redécouvrir un petit peu la vie un peu de jeunes, pouvoir bouger comme ils veulent, pouvoir faire du sport, surprendre leur famille, faire des blagues, tout ça. Et donc, voilà, donc on est sur une histoire qui est assez simple, très franchement. Donc voilà, on va avoir des moments où ils vont vivre leur vie avec leur famille, avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants, avec les amis de leurs petits-enfants. Enfin, ils habitent en campagne, donc ils ont de l'espace, ils ont des voitures, ils ont un tracteur, ils en sont très fiers. Et de temps en temps, on nous rappelle tout de même le fait que leur situation est éphémère. C'est pas une situation... Ils n'ont pas remonté le temps jusqu'à leurs 20 ans. C'est une situation exceptionnelle qui leur a donné peut-être 1 ou 2 ans d'espérance de vie en plus. Et assez fréquemment dans l'histoire, on va nous rappeler cette finalité qui malheureusement est inévitable pour des personnes âgées. Et l'histoire, du coup, va vraiment se passer comme ça, de moments très 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 beaux, très 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 poétiques. Et de temps en temps, ils vont ponctuer sur un dur rappel de la réalité qui pique un peu. Mais vraiment, c'est une série qui vaut le coup. C'est une série qui commence et qui termine, pour le coup. Donc, il y aura pas de saison 2, il n'y aura pas de... Il va falloir que je m'y intéresse à celle-là. Je l'avais mise de côté. Et... Donc, voilà, c'est vraiment... C'est pas mal. Il y a des petits épisodes de tension qui piquent un peu, et franchement, ça... Même si on sait qu'il va pas y avoir de gros dramas en plein milieu de la série, on se dit quand même, il y a des moments où ça pique un peu. Mais du coup, non, franchement, c'est vraiment une série... je vais pas dire que c'est une très bonne romance, parce qu'ils sont mariés depuis 60 ans, donc la romance, ils s'en foutent un peu. Même si, au final, ils profitent aussi un peu de ce que ça serait d'être un jeune couple. Ils essayent... Je veux dire, pour eux, se tenir la main en public, c'est impensable. C'est le truc le plus osé qu'ils auraient jamais pu faire de leur vie. Voilà, on est vraiment dans c'était la mentalité de l'époque, cliché-là. Voilà, et donc, on a aussi l'histoire de ce couple, de comment ils se sont rencontrés, de qui ils sont, de ce qu'ils ont pu vivre dans leur jeunesse, comment ils ont fini ensemble et tout ça. Mais vraiment, ça vaut vraiment le coup. D'accord. Ça vaut un peu le coup aussi, parce que c'est aussi un peu une frise photo de peut-être de ce qu'a pu être le Japon d'après-guerre à la campagne. Bon, très 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 romancé, mais une vague idée, quoi. Un petit slice of life avec un brin de fantastique derrière, quoi. Ouais, bon, juste le fait de redevenir jeune qui est fantastique. C'est un brin, c'est juste, il n'y a pas besoin de plus. Voilà, c'est cela. Très bien, bah oui. Donc, je le mets sur mon petit carnet, celui-là. Bien, qu'est-ce que nous avons donc il nous reste pas grand-chose, je pense, en romance, tranche de vie. Il nous reste Urusei Yatsura, peut-être, pour Izu, si tu veux, cette saison 2. Écoute, ça va aller vite, c'est la fin. C'est la fin. Donc on a enfin la conclusion de la romance commencée depuis le début. Donc il faut que je termine. Donc voilà, donc on est le schéma est le même, hein, on est toujours sur je dirais sur le mode petite scénette, épisode en 2 parties la plupart du temps, alors en 2 parties coupées en 2, hein, c'est même pas en 2 parties de 2 épisodes, mais qui sont donc une série de petites histoires, comme le manga est construit, hein, le manga est construit exactement de la même manière. On conclut avec une histoire qui, elle, va durer sur 3 ou 4 épisodes.
Donc, ce qui crée un arc narratif, mais c'est le découpage à la Nomiko Takahashi, même encore, alors peut-être pas la plus moderne, mais en tout cas dans ces époques-là, Ranma se basait un petit peu là-dessus. Quand on avait des histoires un peu dimensionnantes, on tient plusieurs chapitres. Quand on est sur un élément perturbateur, il se passe un truc, en conclusion, on finit sur de l'absurde. Bon, ça c'est, on va dire, 90% de la série, et les 10% qui restent, dont la fin, c'est un pseudo-arc narratif. Bon, l'adaptation, je dirais, la série reste homogène tout le long, donc forcément, on est sur une série qui a été remise au goût du jour, donc ça, c'est appréciable. On voit complètement que c'est ancré dans le passé. Oui, ça c'est vrai. C'est plus Oui. très neuf. Mais en même temps, je trouve que, tu vois, tout l'humour, tout ça, ça n'a pas tellement pris de date tant que ça. Non, J'ai pas été choqué par ce côté-là. J'avais peur un petit peu en faisant une reprise comme ça d'un vieux classique que ça tourne un petit peu court sur certaines blagues et sur certaines situations, mais je trouve que l'équilibre est quand même plutôt pas mal trouvé, mine de rien. bah, j'avais pas peur, mais peut-être parce que les dernières adaptations de séries vraiment anciennes, que j'avais pas forcément lu. Bon, Lusaya Sora, je l'ai lu quand il était sorti en version française en manga, et puis je l'avais vu à la télé aussi en partie. On a juste une bonne homogénéisation des graphismes, et après le reste suit. Donc non, j'ai pas été déçu. Les génériques sur l'entièreté de la série sont très bons, et là Oui, justement, on parlait faut les de regarder. Jelly Ouais. tout à l'heure. Mm. On est complètement dans ce registre-là. Donc non, si je dirais, si Miko Takahashi ne bloque pas, et si ne vous bloque pas, et si je dirais découvrir une comédie sentimentale un peu à l'ancienne, mais avec de la SF, et sans prise de tête, c'est parfait. Voilà. Donc Ça me fait penser pour que moi, non, mais un bon retour, et ça a été plaisant. Bon, on verra pour l'ANMA bientôt. Oui, voilà. Est-ce que c'est la même équipe? Je sais même pas, mais c'est possible. On remarque que ce soit. Est-ce que c'est le même studio sur Ranma? Bonne question, ça. C'est une très bonne Regardez, question, mais la moitié de l'anime est déjà disponible, je crois. Oui, bon, ça, c'est une autre, c'est un ça, autre c'est une problème. autre histoire. C'est une autre histoire, mais C'est lequel comment il s'appelle le remake? le remake, c'est Ranma aussi. Ouais. Ils sont pas foulés Ils sont là-dessus. pas, oui, non, c'est Ranma 2024, donc bon. Ils Alors, ont fait. c'est Mappa sur Ranma. Pourquoi je le vois pas? C'est Je l'ai Mappa sur pas. Ranma, et donc Ah, c'est pas le Ranma même que Unreal. Urusei Yatsura, qui était chez On est David sur Non, Productions. c'est. plutôt pour Mappa qui va Le faire. studio, c'est David Productions. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas les mêmes. Ah, Urusei Yatsura, c'est David Production. Oui. Ceux qu'on Oui, ils ont fait fait une pause en ceux qu'on JoJo pour fait. faire du Urusei Yatsura. Faut surtout se dire qu'ils ont fait l'anime Neptunia, David Production. C'est vrai qu'il y a plein de refs. Mais bon, ça n'empêche que ça fait plaisir Enfin, ça fait plaisir. Quand c'est bien fait comme ça, C'est amusant de ça fait voir que plaisir. Lomiko Takahashi revient sur le devant de la scène Oui. en animé. Non, puis c'est fait avec respect, c'est bien fait comme remake, il n'y a pas de Mais défaut. ceux qui ont apprécié, pour ceux qui se souviendraient encore de ce qu'ils auraient apprécié en lecture ou en visionnage il y a quelques dizaines d'années, et donc j'en fais partie, j'ai pas été du tout déçu de retrouver tout ce qui m'avait plu à l'époque sur cette série. Mais j'imagine bien. Poursuivons, allez, on enchaîne sur Studio Apartment Angel Included, ou c'est un truc comme ça le titre. Dernier anime un peu plus ou moins romance, même si je sais pas s'il y a tellement de romance dedans, vraiment. On est sur une romance, je pense. Oui, je pense qu'on peut dire qu'on est sur une romance. Comédie même si romantique, on est allez. on est sur la comédie romantique la plus pure possible. Donc oui, donc on a alors le postulat de base, c'est on a un personnage cliché de rom-com qui vit seul dans un appartement, puis qui un jour trouve
une jeune fille sur son balcon alors qu'il est au 5 ou 6e étage, ce qui surprendrait n'importe qui. Et comme toute personne surprise qui retrouve quelqu'un sur son balcon, il lui propose de rentrer chez lui. Il s'avère que cette jeune fille est un ange qui était descendu sur Terre pour apprendre la vie humaine et ensuite pour en apprendre plus, et du coup elle devait trouver un endroit pour vivre. Donc l'histoire de base, et ça reste la Rome, donc elle vit chez lui. Donc forcément il y a toujours cette espèce de tension romantique qui traîne, comme on peut avoir dans des We Never Learn, ou qu'on a pu avoir dans n'importe lequel de ces types d'histoires avec un protagoniste qui se retrouve entouré de plein de nanas, même si on sent qu'il y en a, ça se dirige plus vers une. Donc là, pour le coup, dans cette série, on a 5 héroïnes, si je dis pas de bêtises. Donc il y a un ange, il y a une femme des neiges, il y a un kappa, un vampire et une humaine normale, qui est plus ou moins l'ami d'enfance, qui est le cliché de l'ami d'enfance, la pauvre. Voilà. C'est un cliché, d'accord. C'est ce qu'on retient de la série, c'est la pauvre. En termes d'ambiance, on s'approche un peu d'un Tony Kakukawai où il se serait jamais confessé, c'est-à-dire où NASA n'oserait pas se confesser. Donc c'est mou, mais ça se regarde. C'est vraiment pas la pépite de la saison. Je veux dire, on est un peu sur une antithèse du roi démon et de son elfe, où là tout portait à croire que ça allait être terrible. Et en fait, ça s'est avéré être exceptionnel. Là, on est sur un truc qui pouvait être pas trop mal et qui s'est avéré être très moyen. D'accord. Donc, on peut même pas dire que la série est portée par les seiyuu. On a quelques noms, mais sinon, on n'a pas de performance exceptionnelle. Même par exemple, Ananoï, qui n'était pas une perle, était un peu quand même sauvé par le casting principal. Oui. Le casting principal de voix était quand même très très bon. Là, on n'est pas sur une merveille de doublage, donc ça reste très très bon, mais il y a pas ce casting qui nous fait dire au moins ça valait le coup pour entendre les personnages. Okay, mais globalement ça se regarde. Ça m'étonnerait grandement qu'on ait une suite. Très bien, donc je vais enchaîner alors à ce moment-là sur le dernier Slice of Life qu'on a, c'est Eurocamp saison 3. Oui. Bon, on reprend nos personnages suite à la saison 2. Le film n'étant pas dans la chronologie évidemment de la série. On reprend nos personnages, donc rien de bien nouveau. La grande différence de cette saison, c'est que nos héroïnes vivent un peu leurs aventures chacune de leur côté, découvrent les joies du camping chacune à sa manière et progressent dans ce domaine. Donc c'est plus une saison qui est axée sur les relations de chaque héroïne avec le camping qu'une saison où on voit se développer beaucoup les relations entre les filles. Donc de ce côté-là, ça change un petit peu, ça manque peut-être un peu de développement entre elles, mais on a une magnifique carte postale du Japon qui donne envie d'aller s'y balader par monts et par vaux avec un sac à dos sur le dos. Voilà quoi. Et de manger. Et de manger, oui. Plus de Eurocamp, quoi. Hein. Toujours du grand plaisir quand même. Hein. On va pas s'en priver. Là, pour le coup, on est sur un animé office de tourisme, vraiment de la région où ils sont. Il y a des paysages qui sont. Mais ils font beaucoup de Yamanashi et puis il y a eu du Izu un peu. Non, mais je me balade avec quand je regarde cet animé, j'ai Google Maps qui a ouvert à côté pour regarder où ils se baladent, pour voir est-ce que c'est loin de chez eux, etc. Et de voir le circuit qu'ils font. C'est assez marrant. Enfin, je trouve que c'est une expérience assez intéressante de faire, de regarder par où elles se baladent en même temps que l'animé se passe, quoi. Après, forcément, on perd en relation interpersonnage, on perd en cohérence. On a vraiment plutôt l'impression qu'on regarde vraiment des documentaires touristiques de 20 minutes avec les personnages de Eurocamp, plus que de voir vraiment la suite de la saison 2.
Mais là encore, la saison 1 et la saison 2, elles apprenaient à faire du camping en tant que novices, et maintenant qu'elles savent le faire, elles vivent leur vie Mais et elles vont faire leur tour de leur côté, et après, des fois, elles font un truc ensemble. et après, Elles vivent ça pas donne ensemble, aussi quoi. sujet à de bons épisodes de blagues. Je pense à tout l'épisode où ils réinventent le circuit avec Nadeshiko qui apparaît de temps en temps dans un encadre et qui se met dans Ah l'histoire oui, alors qu'elle n'est pas présente. Il y a des bonnes blagues qui sont quand même présentes. Et cet épisode-là était particulièrement savoureux où ça devient un gros bazar d'expliquer ce qu'elles ont fait au camping alors que elles se font parasiter leur histoire en permanence et c'est assez drôle de la façon dont c'est amené aussi du point de vue réalisation visuellement, oui. c'était bien Sans plaisant parler ça. aussi de cet épisode, de ce preview d'épisode où ils disent qu'au prochain épisode, le food porn allait commencer, et les Oui. gens ont eu très très peur quand ils ont vu toute la série. Ils ont dit ça va être pire que ça. Ah, Les gens ont eu peur. non, mais c'est franchement, sympathique. Après, ça se regarde. après, un autre bon point de la série, enfin qui annonce un peu une saison 4, c'est que nos jeunes héroïnes vont enfin changer de classe et passer à la classe supérieure. Et ce qui veut dire classe supérieure dit nouveaux membres pour le club. Il va falloir un peu renouveler l'équipe. Et donc on a deux jeunes filles qui semblent être pressenties d'après la fin de saison, mais pour le moment elles se connaissent pas vraiment. Et ce qui sera intéressant de voir, c'est sur la saison prochaine, l'impact que peut avoir l'ajout de nouveaux membres au club de camping et les nouvelles interactions qui pourraient en découler. Ce qui est assez intéressant. Ce qui, moi, m'interpelle en tout cas. Et je pense qu'on aura une suite. Il n'y a pas de raison. J'étais vraiment pas sûr qu'on ait cette saison 3 parce que le film servait un petit peu de conclusion à cette série en soi. Parce que le film qu'on a eu après la saison 2 est un film qui se passe 5-6 ans après la série, dans lequel nos héroïnes se retrouvent autour d'un projet de création de camping. C'est Chiaki qui est en charge par l'office du tourisme de mettre en avant le secteur, et elle se retrouve à relancer un projet de camping et elle appelle les copines pour l'aider à mettre en place tout ça. Et donc on les retrouve un peu plus âgées avec chacune leur vie l'une à côté de l'autre, et c'est sûr que ça faisait une belle conclusion à la série. Ça permettait bah, d'en finir parce que là en soi il n'y a pas d'histoire spécialement dans la série normale, c'est juste les découvertes du camping, et là on est relancé avec une saison 3, ce qui était assez surprenant, mais pourquoi pas. Et moi j'en veux plus, hein, de toute façon on n'en a jamais assez, des petites sucreries comme Eurocamp, il nous en faut. On peut peut-être aussi noter le changement un peu de casting au niveau de l'opening et de l'ending. Oui. D'habitude, on avait l'opening d'Asaka, là, elle a fait l'ending. Oui. Un ending qui ressemblait plus à celui qu'on avait pu entendre dans le petit spin-off short qu'on avait eu il y a quelques années, Heya Camp. Tout à fait. Avec l'ending qui est franchement très très bien. Ça. Un ending qui passe très très bien en voiture. Mais oui, non, après c'est toujours assez soigné de ce côté-là chez Eurocamp. Et l'opening, même s'il change un peu au final, ouais, il est un peu dissonant, mais très catchy aussi. Un peu dissonant par rapport aux autres, mais en même temps on s'y fait quoi. Enfin, c'est pas. Voilà, oui, il a fallu un peu plus de temps pour s'y faire. Ça montre aussi peut-être le changement de ton de l'histoire où on passe vraiment d'un truc, voilà, maintenant on est sur un truc plus contemplatif qu'un truc. On n'est plus sur l'histoire de ces filles qui s'est conclue avec le film, et maintenant on est sur regarder, on a des beaux paysages chez nous. Oui. Oui, je sais pas, mais on reviendra peut-être plus vers de l'histoire, je ne sais pas. Bon, on a commencé à faire pas mal le tour de la saison. Qu'est-ce qu'il nous reste comme série? Est-ce que vous avez vu Loser Rangers, la Gogo Loser Rangers, l'histoire de Sentai? Non. Moi non plus, j'ai vu que 2 épisodes, donc on en parlera pas. Ça avait l'air d'être intéressant, mais il paraît que sur la fin ça s'effondre un petit peu. Je ne sais pas. Ça m'avait l'air rigolo quand même. Mysterious Disappearances, l'anime oui. un petit peu plus. Non. Alors moi j'ai vu. Vas-y, parce que je l'ai pas. J'ai vu que le premier épisode. Alors, j'ai envie de dire que c'est le Dark Gathering de la saison avec un. Mais en moins bien, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Oui, alors, j'irai pas dire. Je le dis parce que j'utilise cette comparaison
parce que on a eu du bol d'avoir eu Dark Gathering. Par contre, effectivement, c'est pas, si on les compare vraiment je dirais au plus proche, on n'est pas sur du tout la même, enfin, il y a beaucoup trop de choses différentes, pas sur le fond, pas sur, on va dire, le fond en tant que tel, en disant bon bah ok, il y a des fantômes et les héros vont s'y confronter, mais plus sur les objectifs sont pas tout à fait pareils, des relations entre les personnages sont pas pareilles non plus, donc il y a comment dire, il y a beaucoup de, sans compter qu'à la fin on a une pseudo-fin quand même dans Mysterious Disappearances, alors que bon, Dark Suffering, il nous reste je ne sais combien de trucs à adapter. Mais en tout cas, oui, si on veut se faire un peu plus peur, c'est pas. En gros, Mysterious Disappearances, c'est moins horreur. Donc c'est moins violence, il y a moins de tension, on a moins peur. Donc globalement aussi, Dark Suffering, mine de rien, il y a pas mal d'actions. C'est pas du combat, mais alors que là, on est On un est plus petit dans peu moins l'enquête. là-dedans. On est plus dans l'enquête ici. En gros, dans Dark Suffering, avec comme ils font manger les fantômes par d'autres fantômes pendant les combats, ça joue. Là, il y a moins cette chose-là parce qu'il y a vraiment une capture avec des échanges de ces fantômes contre des objets, justement, enfin contre un fameux ticket, parce que c'est ça qui est recherché pendant toute la série. C'est un ticket de voyage pour retourner, pour que les personnages principaux retournent d'où ils viennent. Bon, c'est un petit peu. En tout cas, voilà. L'histoire se tient avec une petite fin, mais on est sur du fantastique soft, là où Dark Gathering va beaucoup plus loin sur beaucoup de points. Donc, ça en fait quelque chose d'un peu dispensable malgré tout. Alors peut-être qu'il y a d'autres choses, parce que je suis pas convaincu, même si la série finit à peu près, je suis pas convaincu qu'il n'y ait pas des suites à ça. D'accord. Ouais. Bon, on verra. Alors, je parle pas d'un animé, mais par rapport, je sais plus dans le matériel de base, est-ce qu'il y a quelque chose, parce que je crois pas que ce soit un animé original. Non. Enfin voilà, bon, en tout cas l'animé en tant que tel, je pense que beaucoup de gens après Dark Suffering, on s'attendait certainement à mieux. Maintenant, dire que c'est mauvais, non, c'est faux. C'est pour ceux qui aiment ce genre, il y en a pas beaucoup, donc faut en profiter et aller le voir. C'est ça plutôt recommander à le voir pour ceux qui sont amateurs d'enquête, de mystère et dans un cadre un petit peu horrifique légèrement. Ouais, Ça comme ça. mais quand je dis Dark Suffering a fait un bon boulot sur beaucoup de points et ça entache un petit peu. Après Dark Gathering, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de cette qualité aussi, faut dire ce qui est. Ce type d'animé, ça fait effectivement un bout de temps qu'on n'avait pas eu un peu ce genre de choses. Donc voilà, on en a pas deux coups sur coup, mais un où on a 24 épisodes. Puis bon, il est ce qu'il est. Donc et là, on sort un petit truc de 12 épisodes. Bon voilà, ça. Il aurait fallu au minimum autant d'ambition. Est-ce qu'il y en a qui ont suivi la dernière saison de Black Butler, par exemple? Non plus. Du tout. J'ai pas vu la première. J'ai même pas vu Non, mais le je l'ai pas suivi non plus. Bon, c'est pas grave, on passe. Tonari no Yokai-san, il y en a qui ont terminé ou pas du tout cette série? Non plus. Il y a que moi qui ai vu un épisode qui était plutôt prometteur, mais genre en ambiance un petit peu Mushishi, Natsume Yujincho. C'est pas grave, on en reparlera peut-être pour les awards si j'ai le temps de les rattraper. Sinon, Train to the End of the World pour Izu. Qu'est-ce que tu en as pensé? Oui, mon animé de la saison. Ah oui? On n'y arrive que à la fin. Moi je garde les meilleurs pour la fin. Enfin, j'essaye. Peut-être. Ouais. Non, alors oui, c'est l'animé de la saison. Alors, en gros, en tant qu'animé original, oui, très clairement, ça va loin.
Après plusieurs réflexions, j'ai Il y trouvé avait que Girls Gone Tried, globalement, hein. on pourrait appeler ça comme un Alice au Pays des Merveilles, mais avec un train. Donc, Ok. ça se déroule exactement comme ça. On est sur de la série de scénettes avec un objectif qui est, bon là, pour la peine, c'est de récupérer l'ami de l'héroïne, donc avec tout un accident de 7G. Bon, ça pourra arriver peut-être avec de la 5G, mais Mais non, elle est déjà qui en place la transforme le 5G, donc monde c'est complètement. trop tard. Et donc justement le principe de l'animé, c'est une série de tableaux où elles vont s'arrêter à toutes les gares entre la leur et Ikebukuro, et donc à chaque fois elles vont avoir affaire à des environnements, à des personnages qui ont subi des transformations, ou à un monde qui ressemble pas à grand chose, mais dans lequel il va falloir qu'elles naviguent, qu'elles discutent avec les autochtones et qu'elles arrivent à s'en sortir. Tout ça pour arriver à Ikebukuro à la fin. Et très honnêtement, j'ai trouvé, bon voilà, c'est très original, graphiquement il y a il y a des choses qui sont bien recherchées, les héroïnes sont sympas, et comment elles s'engueulent pas mal, donc ça c'est aussi assez amusant. Il y a pas, bon, il y a des idées comme la communication en morse à travers les rails. Bon, voilà, l'opening qui est lui seul, il faut le voir parce que pour moi c'est un vrai opening, c'est-à-dire que à la fois les images et la musique vont ensemble, ce qui est plus délicat si on écoute que la musique. La musique seule est un petit peu en dessous, mais par contre, bon, il faut écouter pour comprendre tout ce mélange d'ambiance qu'il y a à plein de moments. Donc voilà, donc ça a été pour moi très sympa de suivre cette histoire-là. Après, bon, c'est aussi peut-être parce que j'aime bien les genres d'animés, comme j'ai bien regardé les Magical Girls et les otaku de Akihabara qui se défendaient, mais Ouais. c'est peut-être mon penchant, mais voilà, là ici c'est beaucoup moins fumé quand même, comment dire, c'est plus compréhensible et moins farfelu. Donc non, en animé original, c'est vraiment quelque chose qui m'a bien plu, et j'encourage vivement de s'y intéresser. Bah, très bien, c'est noté. C'est noté, j'ai pas spécialement de questions dessus parce que je pense qu'il faut mieux tout découvrir d'un coup. J'avais vu le premier épisode qui était déjà assez what the fuck parce que c'est quand même, ça part dans tous les sens. Le premier épisode, l'explosion de 7G, visuellement et la façon dont c'est mené, c'est du bon gros nawak quoi. Il y a assez, C'est Alice au pays des merveilles en ouais, train. Je d'accord. pense que ça résume pas trop mal la série. Quand on la regarde en voyant certains problèmes qu'elles vont observer, je pense que ça va rappeler des choses de l'histoire de Alice au pays des merveilles, justement. Très bien. Bon, on va enchaîner sur quelque chose qui a rien à voir. Avec Anto qui va nous parler de Dead Alive, qui, ma foi, est une franchise plus toute jeune et qui reste quand même bien mystérieuse pour moi, en tout cas, par bien des aspects. Donc, vas-y, je te laisse la main pour nous en parler. Je vous ai perdu? Enfin, moi, non. On a perdu Anto? Ah, désolé, j'ai eu un léger contretemps. Pas de souci. Pardon. Il Donc, s'est endormi sur le clavier. donc Non, je te laissais parler joyeusement de Dead Alive. Ah, Date Life Courage. 5. Très bien. Ah bon, Date Life 5, donc, qui est plus ou moins la conclusion, si j'ose dire, de l'histoire qui a été commencée par la saison 1 en 2013, donc une série qui aura duré 11 ans. Donc on est sur du coup la fin, donc le Date Life, du coup série qui a vécu. Donc on suit Shido, qui est un jeune homme banal en apparence, qui va se retrouver embarqué dans une histoire farfelue avec des esprits qui ont le pouvoir de plus ou moins détruire le monde. Je sais plus exactement comment, mais en gros, ils peuvent tout faire exploser et faire des millions de morts en 5 secondes. Donc, de fil en aiguille, donc, il se ramène avec un
un groupe, un harem de plus en plus grand. Et là, donc, on est vraiment au pinacle, on est au climax de l'histoire. Donc, la grande méchante de l'histoire s'est révélée. On connaissait son nom, on sentait qu'elle existait déjà depuis la fin de la saison 3 peut-être. Et là, on est vraiment sur la fin. Donc c'est le moment où tout se ramène. C'est un festival de pouvoir, un festival de méchants qui débarquent, qui se font dégommer, qui reviennent, qui repartent. Enfin, franchement, je n'étais pas convaincu de cette fin, de la direction que ça prenait. Quand ils ont commencé à parler de faire des voyages dans le temps, c'est un peu le running gag de beaucoup de séries de vouloir faire des voyages dans le temps. Des fois, c'est habilement réussi, des fois, c'est un peu raté. Là, c'était pas trop mal, on va dire. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. On est dans la suite logique. Le style graphique a encore un peu changé par rapport à avant. On perd beaucoup le chara-design de l'œuvre originale. On perd beaucoup le chara-design de Tsunako, ce qui est dommage. Pareil, en termes musical, on perd pas mal aussi. On reconnaît peu Sweet Arms à la musique, même si on a un beau petit rappel de l'opening, tout premier opening à un moment. Pour les fans, je pense qu'ils seront contents d'avoir une simili conclusion, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait encore un volume du novel qui n'était pas adapté, même si j'envisage difficilement le contenu de ce dernier volume. Mais sinon, oui, pour les fans de Date Alive, notamment Alors, justement, ça va les être ma fans de question. Kurumi. Qu'est-ce qui fait qu'on devient fan de Date Alive? Parce que ils sont très vocaux quand il s'agit de défendre leur waifu et leur série. Qu'est-ce qui fait qu'on devient fan de Date Alive? Ouais, Dans mon cas, ça a été de le découvrir à 15 ans. d'accord. Même un peu avant, j'étais au lycée. Quand on est au lycée, jolie madame, content. Ça me D'accord. suit pendant 10 ans. Je rigole, mais c'est un peu vrai. Et donc, c'est qui la meilleure? Après, C'est faut- mais je vais te dire des Vas-y, selon toi, hein. Moi, je me fiche de l'opinion des autres, selon hein. moi, honnêtement, alors, en termes d'esprit, mon perso préféré, c'est Yoshino quand même. Elle a un Imoto Power assez énervé. D'accord. Mais sinon, je pense que mon perso préféré, ça reste. Ça va rester. Alors, je sais plus comment elle René, c'est même pas Oui. une héroïne. Enfin, pas tellement une héroïne, un peu dans la dernière saison, mais D'accord. c'est Celle qui a des vraiment un cernes sous les personnage. yeux. Ok. Voilà, c'est ça, c'est elle. C'est celle-là, c'est celle qui est un peu paumée, mais c'est voilà, c'est un perso où dès le début, je sentais qu'elle allait être bien. Après, c'est vrai que j'ai jamais été trop à fond sur les persos de Date Alive, personnellement. J'aimais beaucoup Yoshino, j'ai d'ailleurs une figurine de Yoshino. Après, je comprends le point de vue de ceux qui aiment Kurumi, même si je pense qu'ils feraient pas long feu avec Kurumi. Mhm. Ceux Non, qui non, aiment mais Kotori, j'imagine qu'il y a un intérêt aussi. Ils aiment bien se faire marcher dessus, notamment. Après, bon, les seuls que je comprends pas, c'est les fans d'Origami. Voilà, histoire de se mettre du monde à dos. Sinon, c'est voilà. pas Mais drôle. après, ils sont très vocaux. J'espère les entendre parce que c'est une communauté qu'on n'a jamais eu trop l'occasion de toucher parce qu'on a peu de connaisseurs du domaine. Donc, j'en profite que tu sois là pour Moi, nous j'avoue lancer que de nouveaux ennemis. Date Alive, j'avais beaucoup aimé. C'était sorti quand j'avais découvert ça au lycée en 2014-2015 pour moi. Et j'avais un peu lâché jusqu'à ce que je comprenne que c'était la même chara-designeuse que la série des Neptunia, qui est une de mes séries de jeux préférées. Donc forcément, ça a un peu ravivé mon intérêt pour cette série, de savoir que c'était plus ou moins la seule série qui était vraiment chara-designée par elle, autre que Neptunia. Donc ouais, voilà. Donc c'est une série qui se regarde. Après, c'est vraiment pas à mettre pour tout le monde. Je pense que c'est vraiment une série qu'il vaut mieux avoir découvert jeune, parce D'accord. que ça doit être compliqué de s'y mettre
maintenant. Puis c'est un peu une série de son époque aussi, et c'est une époque où on avait pas mal de séries dans ce genre-là, avec un gars entouré de jeunes filles qui se combattent les unes les autres. C'est ça, et qui après s'être battu finissent à Walp. Ouais, mais c'était quelque chose très 2000-2010 qu'on retrouve plus trop Oui, maintenant. ça c'est les années 2010-2012. On est dans cet humour, surtout dans les premières saisons, on est vraiment. Ouais. En fait, il y a un turn à la saison 3-4. La saison 1 et saison 2 sont des comédies. La saison 3 instaure un peu de sérieux et la saison 4 devient très sérieuse. Et dans la saison 5, franchement, on rigole pas beaucoup. D'accord. Enfin, sauf si vous aimez voir des personnages qui ont mal, mais ça, c'est Oui, ça c'est un les autre fans de truc. Kurumi, c'est ça? Non, je sais plus. C'est les fans de Kurumi, exactement. Ok. Mais même les fans de Kurumi, hein, ils Tu ont vois, suivi. j'arrive à voir les codes juste avec les mimes qui passent. T'inquiète pas, Je hein, suis les fans fort, de hein. Kurumi ils faisaient pas les malins pendant la saison 5. Hein. Je veux bien le croire. Oh Bref, la vache. sur ce, je vais finir par le seul anime de sport que j'ai vu de la saison. Parce que j'aime bien finir par les animes de sport, parce que c'est mon petit péché mignon. Là, c'est Oblivion Battery qui nous vient du Jump Plus, hein, qui était adapté. Qui nous ont. Qui était adapté de façon visuellement, en tout cas, c'est très beau, c'est très très propre ce qui nous a été proposé par Mappa. Rien à redire. Après, c'est l'histoire d'une batterie, donc en termes de baseball, c'est le duo entre le receveur et le lanceur, dont l'un des deux se retrouve amnésique et qui était les plus forts de chez les plus forts. Et donc celui qui est amnésique, bah, il perd un peu toutes ses capacités. Et puis le baseball, ça lui plaît plus trop, il veut plus trop faire ça. Et donc on se retrouve avec cette paire qui, au lieu d'aller vers le lycée, un lycée super doué en baseball, ils vont dans un lycée où il n'y a pas d'équipe de baseball et se retrouvent à reconstruire donc du coup une équipe de bras cassés pour l'emmener vers le fameux Koshien, le classique super stade où doivent finir tous les tournois de lycée de tous les tournois de baseball qui existent au monde. Ça doit finir là-bas et donc cette série n'en fait pas exception. La particularité, c'est qu'on a dans la série des bras cassés qui sont en fait des joueurs qui ont été un peu détruits psychologiquement par nos deux protagonistes, nos deux héros. Et donc on a des personnages secondaires très intéressants parce qu'il faut qu'ils fassent un peu surmonter le traumatisme qu'ils ont vécu par leur défaite écrasante qu'ils ont vécu face aux héros. Donc pour de l'anime de sport, c'est un peu original, c'est pas un concept qu'on a beaucoup. Après, moi, personnellement, j'ai toujours énormément de mal avec les histoires qui nous parlent d'amnésie, parce que je trouve que souvent, voire tout le temps, c'est un problème de flemme de la part de l'auteur pour nous poser une situation qu'il ne trouve pas à faire autrement. Ici, je vais être un peu plus, comment on va dire, un peu plus nuancé parce que ça sert pas mal à l'histoire et ça sert aussi au développement des personnages. Je trouve que c'est bien amené et que sur les premiers épisodes, j'ai été en très très gros doute, mais sur les derniers épisodes où notre protagoniste récupère une partie de sa mémoire et on comprend pourquoi et ça fait sens, enfin tout finit par faire sens et on voit l'intérêt de cette amnésie pour l'histoire en elle-même. Donc je trouve que c'est peut-être la meilleure histoire d'amnésie que j'ai vue. Bon, ça veut pas dire grand-chose parce que je les déteste toutes de base. Mais bref. C'est pas mal foutu. Je trouve que c'est assez subtil. C'est pas non plus exceptionnel. Ça reste un anime de baseball. Hein, si vous êtes allergique, vous êtes allergique. Il n'y a pas de secret. Ça révolutionne pas non plus son genre. Hein, ça reste un groupe comme on en a vu plein à la Kurokono's Basket, à la IQ. On se retrouve avec les bras cassés qui deviennent les plus forts. Sauf que bon, sur cette saison 1, ça reste une introduction. Pour le moment, ils sont loin d'avoir une équipe vraiment en place et complète. On verra s'il y a une suite, mais j'ai quand même pas mal accroché à ces personnages secondaires. Juste le héros était ultra lourd dans les premiers épisodes parce il a des blagues qui sont des blagues de gars très très lourds et tout autour de lui, tout le monde lui dit qu'il est très très lourd. Et ça va quand tu le fais 2-3 fois cette blague-là, mais quand tu le fais 5-6 fois, au bout d'un moment,
c'est très très lourd, même pour ceux qui disent que c'est très 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 lourd. Mais, mais bon, c'est comme ça. Puis c'est des jeux de mots japonais, en plus, ça blague, donc ça repasse mal en français, enfin en traduction. Mais bon, allez, on va dire que c'était l'anime de sport de la saison. Il y avait aussi Oitombo, mais je l'ai pas suivi, qui était du golf, et Rinkai, qui était du cyclisme sur piste, qui me faisait peur au niveau réalisation. Mais bref, c'est pas bien grave. Donc c'était pour les animes de sport. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour, à moins qu'il y ait un autre anime dont vous vouliez parler. Anime terminé, évidemment, de votre côté. Non, le seul animé dont on n'a pas parlé que j'ai vu, c'est un truc qui mérite pas qu'on en parle. On peut dire le nom et après on l'oublie. C'est The Failed Hero d'Osazi Please ou quelque chose. Bien. Le postulat, c'est vraiment juste le mec était un héros, il s'est fait trahir et quand il s'est réincarné, il a décidé de devenir un branleur. Et du coup, il se fait virer de chez lui et il vit sa vie. Ah oui. Oui, non, effectivement. Et c'est graphiquement, c'est moche. Oui, Niveau non. histoire, ça va nulle part. Enfin, des fois, je me demande même pourquoi j'ai fini cet anime. Et je crois que c'est l'anime le moins bien noté de Mal sur la saison. Sur MyAnimeList. Possiblement. Il était vraiment, vraiment mauvais. Moi j'avais High Speed Étoile qui était très mauvais aussi en premier épisode, mais après je sais pas. Et je suis déçu de ne pas avoir quelqu'un pour qui parler de God's Game We Play, parce que a priori ce genre de... Si, moi j'ai fini. Hein. Ah, tu l'as fini? Ah bah voilà. Bah, bien Il sûr. fallait bien qu'on finisse par un nanar. Bah vas-y. Dis-moi tout. Est-ce que ça vaut les perles qu'on a eues ces dernières années là? Ah, c'est au-dessus de l'ailleurs, c'est mieux. C'est au-dessus de l'ailleurs. C'est mieux que ça. Alors ça dépend. Dans ces Ça me cas-là, donne c'est moins moins envie de le bien. voir. C'est-à-dire que c'est moins raté. C'est On va moins le prendre raté. dans le sens. C'est moins raté, ouais, parce qu'on comprend les règles du jeu. Ah zut. Donc bon, ça part pour aller nulle part. Donc ça jusque-là tout va bien. Par contre, on comprend globalement comment le héros réussit à gagner les jeux, en plus de comprendre les règles des jeux. Ce qui est un gros point particulièrement Ça fait sens. positif, oui, par rapport à Layer, ou même le jeu en lui-même, tu le comprends pas. Donc là, c'est quand même assez simple à suivre dans le jeu. Bon, bien sûr, il gagne avec des astuces complètement sorties un peu de n'importe où, mais comme je l'ai, on les comprend. Maintenant, voilà, on fait 12 épisodes comme ça, on arrive, il leur reste je ne sais combien de jeux à gagner, et tout le monde est content, il faut continuer de jouer. Voilà, donc c'est ultra indispensable, mais comme je le dis, on est moins déçu que Layer, où là, par contre, tout n'allait pas. Ouais. Là, on a quand même des personnages qui sont intéressants ou non, sans plus, sans standard. En fait, c'est pas qu'ils sont pas intéressants, c'est que on a que les caricatures. L'héroïne avec les cheveux rouges, elle est dynamique, et puis C'est voilà. une tsundere. Le héros, il arrive à tout en étant posé. Il y a la fille bien foutue qui est maladroite. On a la fille qui dynamique, qui veut aller, mais pas trop parce qu'il faut pas qu'elle fasse de tâches à l'héroïne, mais qui elle aussi se vautre de temps en temps. Et puis tout ce monde-là fait une super équipe, et puis voilà. Et les deux anti-héros qui font leur poseur alors qu'ils sont nuls. Enfin voilà. Bon, bah avec C'est ça, un peu réducteur, mais on en est à ce niveau-là, quoi. avec ça, on est content. Bon, bah c'est bien. Donc bon, si jamais vous avez du temps à perdre, quoi. Ah là, ouais, c'est. Après, on va croire que j'en ai, mais oui, Si, voilà. je confirme, tu dois en avoir. Je vois que ça. Voilà. On attend voir pour Tosuketsu. Ah, On sera. Tasuketsu, j'en serai, j'ai beaucoup de temps à perdre, je crois. Beaucoup. Ouais, si jamais ça se termine. On verra comment ça se joue. D'accord, allez. Et pour finir, je vais juste parler des animes qui ont débuté là sur le printemps, mais qui sont toujours en cours, qui ont très bonne qualité. Je pense à Yatagarasu, qui est très bon, comment dire, folklore, fantastique, histoire de conflit dans un palais intérieur. Un peu à la chinoise. Enfin, il y a tout, ça mélange tout plein de genres, donc ça gros coup de cœur. Faut foncer le voir. Cet anime a pas assez d'amour à mon goût.
Bah, Der- le premier acte qui est Ouais, fini est très bon. J'attends de voir pour le second qui va être beaucoup plus court et moins développé. je vais Mais voir. par contre, oui, Ouais. Ça démarrait très fort en tout cas. ouais, non, le démarrage est très bon et sous-estimé, comme tu le dis. Autre très bonne série, c'est Dead Demons Dead Destruction, qui est donc cette adaptation d'un manga de Inyo Asano et qui nous parle de l'arrivée d'un vaisseau mère sur Terre et de et de l'impact que ça a sur les gamines du quartier et de ce qui se passe dans leur vie et au fur et à mesure on découvre un petit peu tout ce qui les petites manipulations gouvernementales, il y a peut-être quel est le but de ces envahisseurs, etc. Enfin, il y a tout un tas de choses, mais dans une ambiance très slice of life, en tout cas sur les deux premiers tiers, la première moitié de la série. Petit conseil au passage, évitez de regarder l'épisode 0. Attendez d'avoir vu l'ensemble de la série, je pense, pour le mater. Maintenant, ayant lu tout le manga, je peux que d'autant plus Oui. insister sur ce point. Donc, à éviter l'épisode 0 avant d'avoir vu l'ensemble de la série, qui est toujours en cours de diffusion, mais qui fera que 18 épisodes. Donc, bientôt terminé d'ailleurs. Ouais. Voilà. Sinon, toujours en cours, il y avait Mission Yozakura Family, un bon petit shonen moi qui me plaît bien, que j'aime beaucoup, j'aime bien le manga, qui est très très loin à démarrer pour devenir intéressant et se lancer un petit peu dans son intrigue principale. Mais je trouve que les personnages sont sympathiques et plaisants, donc si vous voulez un petit peu de shonen un peu standard, c'est assez sympa. Et enfin, pour finir, il y avait The Fable, un excellent manga adapté de façon plutôt minimaliste avec des moyens moyens. Mais bon, ça marche quand même parce qu'il y a du bon travail au niveau des seiyuu et je suis plutôt satisfait quand même de l'anime. On passe des bons moments à rire avec cette histoire de Yakuza qui doit se mettre au vert et essayer à tout prix de ne tuer personne pendant un an quand il est sous couverture comme avec son chauffeur, avec sa chauffeuse attitrée, qui doivent se faire passer pour frères et sœurs et éviter les emmerdes. Mais les emmerdes finissent toujours par les trouver et c'est assez drôle. Et petit plus pour Yoko et ses séances de chasse à l'homme dans les bars de la ville. Je suis toujours mort de rire. Bref, voilà. Après, il y a aussi la saison 3 de Tensela qui est encore en cours. Ah oui, je l'ai oublié, effectivement. La suite logique de la saison 2. Le film qui est sorti l'année dernière ou il y a 2 ans n'étant pas canon, il n'y a aucune influence. Non, donc on sort d'un gros arc, donc là c'est vrai qu'on est sur un truc très très calme. On est sur de la parlotte. On est sur une grosse transition. On est sur une très très grosse transition, mais bon. On est sur du fun des réunions. On s'amuse en réunion. C'est cela. C'est voilà, c'est. Ouais. C'est vrai que sur le coup, je devrais me dire que ça me rappelle trop mon boulot. Ah oui, non, mais c'est tout à fait ça. C'est Réunion l'anime. Réunion The Animation. Comment organiser votre festival. Mais donc bon, ça reste sympa quand même. Oui. Parce que quand t'es arrivé là, c'est que déjà t'accroches un peu au personnage, tu sais ce qui va se passer, t'es plus trop surpris par cette série quand même. Ah bah là, c'est difficile de regarder la saison 3 et de se plaindre du format, c'est le même que la saison 2. C'est ça. C'est beaucoup de parlotte et un peu de temps en temps, on met une petite scène d'action. Oh, regardez, on agite les clés. Mais voilà. Bon, par contre, cette saison 3, il me manque un peu trop de Milim. Il me faut plus de Milim pour ma saison 3 et elle sera parfaite. Milim, on l'avait un petit peu, mais Milim. Pas assez, il faut l'avoir à chaque épisode. Ah ouais. C'est pour ça qu'elle était bien la série, le spin-off qu'ils avaient fait, parce que justement, c'était elle qui était un petit peu au centre de l'intrigue. Comment il s'appelait déjà ce spin-off The Slime Diaries. Oui, c'est qui était que comédie. Sur Milim, un petit peu. D'ailleurs, ce qui est assez ironique, c'est que quand on voit l'arc en cours de Slime, on se dit que Slime Diaries est du coup assez anachronique. Parce que quand on les voit organiser leur truc, ils disent que c'est la première fois qu'ils organisent un festival, alors que dans Slime Diaries, ils font que ça. Ils font que ça, oui, tout à fait. Donc c'est vrai que c'est un petit peu paradoxal, mais bon, Slime Diaries n'est pas canon, c'est juste... c'est du bonus. C'est du bonus qui était très,
qui est très plaisant à regarder Ouais. enfin, qui est très drôle. Moi, il m'avait beaucoup plu Mm. pour un spin-off en tout cas. C'est vrai. Voilà, mais on arrive un petit peu à la conclusion. Alors, effectivement, on n'a pas de film à conseiller parce que ce coup-ci, parce que bon, il y a eu Pompo qui est sorti début du mois de juillet. Il y a eu Tunnel to Summer, mais on en a déjà parlé dans les derniers podcasts, il me semble. Donc, je vais pas revenir dessus. My Only Girl, j'ai pas eu le temps de le voir, qui est sorti aussi pendant cette période. Et sûrement d'autres films, mais bon, c'est pas, on en reparlera à l'occasion, quand je les aurai vus, je vous en glisserai un mot dans les prochains podcasts. Voilà, voilà. Et donc, pour terminer, alors, deux options. Soit on présente rapidement quel est votre opening de la saison, hein, pourquoi pas, ça nous changerait. Et avec quel était l'anime de la saison. Ce qu'il y a à retenir en tout cas de cette saison de printemps. Vas-y, commence Izu si tu veux. Ah, je pose des questions difficiles, hein. Tu vois, je Déjà, monte la barre. j'avais vendu que j'avais trouvé, en termes de qualité pure, comme j'en ai parlé pour la partie opening, bon, c'est notre ami le train. Par contre, j'ai excessivement kiffé l'opening Girls Don't Cry. Sinon, en termes d'animé, bon, je vais dire en animé original, c'est vrai que le train est mieux. Mais encore une fois, la série que je regardais avec le plus et que je suivais avec le plus d'attention, ça reste aussi Girls Don't Cry. Donc pour moi, ça sera l'animé de la saison. Très bien. Vas-y Anto, je te laisse la main. Ouais, écoute, pour moi, c'est assez compliqué parce que j'ai trouvé que c'était une saison qui était quand même assez faible de mon côté. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'immenses trucs que j'attendais énormément. À part la saison 3 de Slime éventuellement. Je pense que pour moi, mon animé favori de la saison, je pense que ça sera Les Petits Vieux. Parce D'accord. que c'est vraiment, c'est chill, c'est tranquille. Et c'est peut-être un des seuls animés auxquels j'aurais rien à redire en fait pour l'instant. Je ne compte pas, non, mais même en tenter de cela, je pense que voilà. Et en termes d'opening, on a eu une paire de très bons openings. Je pense que l'opening de l'Arc Démon, de Arc Démon Dilemma, je pense, D'accord. était vraiment un très très bon opening. Et si on peut pousser jusqu'à l'ending, je dirais l'ending des petits vieux. L'ending des petits vieux est très très drôle aussi. Bon, ben moi je vais terminer à ce moment-là. Allez. Mon opening, on partira sur Dead Demons Destruction, que je trouve très dans le thème de l'anime, un peu étrange et un peu planant par moments, que je trouve colle très très bien à cet anime. Alors l'anime de la saison, si vous n'avez pas oublié ce que j'ai dit au tout début du podcast, vous savez déjà que pour moi c'était Dungeon Meshi. Il n'y a pas de surprise, parce que je suis très friand du genre et je trouve que la réalisation était probablement la meilleure de ce qu'on avait dans cette saison en termes d'animation, il n'y avait pas mieux. Bon, il y a toujours Demon Slayer avec qui on peut discuter, mais bon, Demon Slayer, on commence à connaître la formule. Voilà, et puis bon, évidemment, il y avait les Girls Don't Cry et Jellyfish qui sont quand même du très très bon à suivre, hein, en ce qui me concerne. Voilà, et puis je m'aperçois que on a peut-être oublié de parler d'un ou deux petits trucs, mais c'est pas grave. La saison 2 de Spice and Wolf, la première saison de Spice and Wolf est toujours en cours, donc on en reparlera quand elle sera terminée. J'ai même pas vu l'anime original. C'est un remake, donc tu peux démarrer avec ce nouveau, c'est pas un souci. Ouais, mais je préférais quand même voir l'original avant. Tout à fait. J'aurais voulu parler, mais ça, il faudrait que je le rattrape un jour. C'est The Duke of Death and His Maid, qui avait sa 3e saison et Ça, j'en ai entendu beaucoup de bien, mais vu que j'ai est- raté la saison 1. la saison 1 est très très bien et j'ai jamais réussi à embrayer sur la suite parce qu'il y a trop de choses à regarder. Et donc, ouais, non, Duke of Death, c'était vraiment bien ça. Voilà, voilà, et je pense qu'on a fait le tour. Et sur ce, je vous dis merci à vous deux, Fizou et Anto, et à bientôt Merci à à toi. tous nos éditeurs et C'est auditrices. un honneur. À bientôt. Au revoir. Salut, salut.